tu as fait tes études, tout, toi, Vincent? Oh là là, j'ai fait mes études. De toutes petites études, allez, on va commencer. Bah, j'étais très très peu en maternelle parce que maman m'a beaucoup gardé à la maison. Donc la première maternelle, je ne l'ai pas faite. En deuxième, j'ai des images. Un jour, maman m'a conduit. On habitait avenue de la Floride, perpendiculaire de l'avenue Montjoie. Elle m'avait conduit juste en face aux fidèles compagnes de Jésus, qu'on appelait les fidèles concombres de Jésus. Et elle m'a mis dans les bras d'une institutrice. On était dans ce long, et j'étais dans les bras de cet inconnu. Je vois ma mère qui s'éloigne. Je me suis mis à hurler. Et ma mère a fait demi-tour, elle m'a repris. Je n'ai quasiment pas été à l'école en deuxième non plus. En troisième, un petit peu plus. Puis j'étais à l'école avenue Montjoie. Puis on a déménagé à Oran. J'étais dans une autre petite école du village. Puis j'étais au collège Canal Mercier. Jusqu'à... C'est là que les choses ont commencé à devenir... En fait, j'ai toujours détesté l'école. Franchement, j'ai vraiment détesté ça. Je n'ai compris que très récemment pourquoi. J'ouvre une parenthèse. Maman, une intellectuelle? Maman, quelqu'un de très imaginatif. C'était la petite nièce d'André Bayon. Et donc elle était intelligente, elle n'avait pas fait de grandes études. Elle avait une intelligence du cœur indubitable, et très sensible. Très sensible. Mon père était un intello. Et donc ce que je détestais dans l'école, je pense, c'était d'être obligé de ne faire qu'une seule chose à la fois. Et de devoir se concentrer sur des choses qui, de surcroît, n'étaient pas toujours très, très, très intéressantes. Et donc pendant pas mal d'années, j'ai réussi sans vraiment travailler. Je rêvais beaucoup, je m'inventais des histoires, mais ça à l'intuition, donc. Et puis à un moment, ça a commencé à plus fonctionner. Donc j'ai commencé à être en échec en humanité. Et donc j'ai fini, pour la faire courte, j'ai fini au jury central. Donc, tellement je détestais l'école, donc à 18 ans, j'ai un peu, j'ai quitté le collège en 5e, mais j'ai étudié le jury central que j'ai réussi. Ce qui fait qu'au final, j'ai perdu qu'1 an. Et le jury central, ça a été vraiment la libération, parce que je ne suis pas allé dans une école de jury, j'ai étudié tout seul à la maison. J'étais enfin libre de mon temps, je m'organisais comme je voulais, j'étudiais, mais pas tout le temps. Non, je veux dire, mais c'est une richesse d'avoir eu ces toutes premières années avec la maman. Oui. Parce que moi, j'ai un fils aussi, on était donc à Knock, et il a eu certains problèmes de santé, et disons, il a raté beaucoup la première maternelle, beaucoup aussi la seconde maternelle, mais disons, il a pu, je vais dire, rester avec nous, et on a pu communiquer avec lui. Sarah, qui était plus jeune, elle était directement en première, en deuxième, en troisième, si bien qu'elle a une autre culture, la culture de là-bas. Donc tu vois, voilà 2 enfants qui alors en première, deuxième, troisième année ont continué ensemble, mais il y a toujours eu ce décalage à cause justement des premières paroles, des premiers gestes, des premières occupations qu'on a eues avec l'enfant. Et je pense que tu as eu cette richesse-là de la part de la maman aussi. Oui, mais en même temps, c'est aussi sur d'autres plans, c'est une faiblesse, parce que du coup, on a une sociabilisation tout à fait différente. Je pense que c'est à cause de ça que je suis quasiment incapable de retenir le nom des gens. J'ai un mal de chien à retenir les noms des gens. Je retiens les visages, mais pas les noms. Et donc, il faut vraiment que je voie les gens très régulièrement pour que vraiment l'association nom-visage se fasse. Donc quoi, tu vois, c'est vraiment très jeune que l'éducation... Oui. Il y a une richesse d'un côté qu'on peut comprendre, mais comme tu dis, au niveau des rapports avec les autres personnes, c'est vrai. C'est plus compliqué. Ton premier grand roman, ta première grande lecture, ta première grande découverte? Bon, beaucoup de ma première grande lecture, c'était des choses pas très intéressantes. J'ai lu beaucoup de gens, Club des 5, j'adorais les Clubs des 5 quand j'étais petit, maman me les lisait, le Clan des 7. Puis j'étais pendant un temps submergé par cette littérature, et vraiment aujourd'hui avec le recul, puante, catholique américaine, Tom Playfair, Percy Wynne, ces histoires hyper moralisatrices de sacrifice, de culpabilité. Puis j'ai lu les Safaris de piste, dont est le prince Eric et tout ça, sans me rendre compte d'abord de combien l'idéologie derrière tout ça était assez puante.
sans parler d'un fond de pédophile assez puissant aussi. Donc, c'était pas. Mais j'adorais parce que c'était des aventures. Et depuis mes 5 ans, je m'invente des histoires pour m'échapper du réel. Et donc, ça nourrissait mon goût de l'aventure. Le premier bouquin sérieux que j'ai lu, enfin de qualité que j'ai lu, c'est la série des Rois Maudits. Et puis Camus. Camus à 14 ans. Tu as la chance de pouvoir t'échapper par des voyages aussi en famille? Non, on voyage très très peu. Je suis monstrueusement casanier. Je déteste partir. Je déteste être, quand je suis enfant, être seul dans une ville que je ne connais pas. Donc, je pense à 17 ans, je pense que je me retrouve 4 jours. Je dois aller 4 jours à Rome, que j'adore, que j'ai découvert avec la classe, etc. Et on s'est arrangé pour que je puisse y aller 3 ou 4 jours tout seul. Et puis je rejoins mon père à Milan. Et ben, j'ai inventé une histoire de grève qui n'existait pas pour rentrer 1 ou 2 jours plus tôt. C'est fou ça. Ah oui, j'ai été vraiment pris d'une angoisse, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et donc, je suis rentré. Tu es passé par un service militaire aussi? Je fais le service civil. Tu as fait un service civil qui est plus long. L'objection de conscience. Qui est plus long dans le temps. Ouais. Ah oui, c'était, je pense, 18 ou 20 mois. 20 mois, je pense, ouais, presque 2 ans. Tu as fait de belles rencontres là? Écoute, c'était intéressant. J'ai créé un programme informatique pour une bibliothèque à Rixensart. Donc c'était assez rigolo. Donc j'ai vraiment programmé tout ça sur un logiciel plutôt sympa sur Mac. Mais, on est en quelle année là? On est en 89. Ouais. 89-90. Ouais. Donc c'est les débuts de. Oui, j'avais réussi à leur faire acheter un Mac. Oui. Non, c'était. J'ai bien aimé. Et j'ai commencé à ce moment-là, j'ai commencé à écrire Oublié dans Penberger. Donc la plume arrive en main. L'ordinateur d'un côté, la plume. Oui. La plume sérieuse, quoi. Oui. J'écris au stylo, mais bon, c'était pas du tout mon premier roman, hein, mais c'est celui que j'ai écrit à ce moment-là, puisque tu parlais du service. Oui, d'accord, donc c'est à cette époque-là. Ouais. L'alimentaire se fait comment? Qu'est-ce que tu as comme métier? Je suis prof d'UNIF. À ce moment-là, oui. Donc là, non, en 87, je suis assistant. Voilà. Donc j'ai fini mes romans en 86, en juin 86. Et oui, c'est ça. Et en janvier 87, je deviens assistant. Au début à quart-temps, puis je passais à mi-temps, puis à temps plein. Et qui t'a guidé vers cette profession? C'est être passeur que tu es déjà dès le départ. Mais écoute, je pense que je suis devenu prof d'UNIF par défi vis-à-vis de certains profs que j'ai eu en humanité. J'ai eu d'excellents profs en humanité, mais je suis aussi tombé sur des enfoirés de première, dont deux en particulier, un que j'avais eu en première humanité, qui lorsque je suis arrivé en 4e me croise dans les couloirs et me dit « Comment tu es en 4e? Ça c'est incroyable, pour moi tu n'aurais jamais fini ton cycle inférieur. » Et l'autre que j'ai en 5e qui me dit en décembre « Écoute Engel, quoi que tu fasses, tu doubles cette année. » Ce que je trouve assez extraordinaire. Et donc je passe mon jury, parce que pour mon père il était impensable qu'on n'ait pas au moins un diplôme universitaire. Donc je passe mon jury, et quand je retourne au collège, je tombe sur ce type, je dis ben voilà, j'ai réussi mon jury, et là il me dit tu vois, c'est grâce à moi. Et là j'ai vraiment eu envie, j'ai rarement ça mais j'ai vraiment eu envie de le tuer. Parce qu'évidemment cet enfoiré, c'était tout sauf grâce à lui, c'était malgré lui. C'est grâce à mon père, parce que si j'avais pas eu mon père, j'aurais pas été plus loin. Et donc je me suis dit ce jour-là, espèce de connard, Qu'est-ce que tu lui avais fait? J'étais quelqu'un qui se laissait pas faire. Et donc quand il faisait on avait Tu sapais son autorité. Oui, c'était le genre de petit tyran à la con qui donnait très très mal ses cours de langue, qui se contentait de lancer des cassettes vidéo et puis qui sortait, parce que lui sa seule ambition c'était de devenir directeur. Et donc un jour, en décembre, il y avait de la neige, on avait fait une bataille
de neige. C'était une école qui avait des côtés sympas, il y avait des profs qui étaient très cool, on lance des boules de neige, il y avait des profs qui en relançaient aussi, et le hasard fait qu'il en reçoit une dans un endroit un peu sensible de son anatomie. Bon, on n'avait pas visé exprès, voilà. Il rentre dans la classe, alors que jusque-là il ne disait rien, on rentre dans la classe, il dit bon, voilà, vous savez qu'il est interdit de lancer des boules de neige, vous serez tous en retenue le premier jour des vacances. D'accord. Un silence dans la classe. Et moi, il y a une voix qui se lève, une connard d'Engel dit non, pas d'accord. Et pendant 20 minutes, on s'est engueulé. Et j'ai sorti tous les arguments possibles et imaginables. J'y pensais, il y a peut-être des gens qui ont pris aussi, c'est le premier jour des vacances, qui ont un billet d'avion ou un billet de train, ou enfin, et donc, mais j'ai contesté tout le temps. Et pour montrer l'injustice de ce type, c'est que il m'a pris à part, etc. Et il a dit bon, ok, toi tu dois pas venir. Et j'ai dit mais c'est pas ça que je veux, c'est la punition générale qui est pas juste. Et donc on s'engueulait très 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 souvent. Et oui, donc pour moi c'était l'incarnation. Je ne supporte pas l'autorité qui n'est pas capable de se justifier. Je déteste la hiérarchie, je déteste ces gens pour qui le pouvoir est le moyen de contrôler les autres et pas l'outil pour créer. Un exemple, un élève qui se lève et qui dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord Ouais. ». Est-ce que tu te souviens de cette époque-là? Bon, ici, il n'y a pas d'injustice, mais quand tu vois un garçon qui se lève, tu ne t'y attends peut-être pas, mais tu as dit quelque chose où il dit « Je ne suis pas d'accord ». Oui, ben, j'en discute. Tu en discutes, voilà. Ouais. Écoute, je donne cours. Bon, attends, je reviens en arrière. Oui. Donc, quand il me dit ça, je dis non seulement je vais faire l'université, mais je vais aller plus loin que toi. Et donc, aller plus loin, ça veut dire faire un doctorat. Et donc, je me suis interdit de faire l'agrégation parce que je ne voulais pas me retrouver prof en humanité, parce que j'aurais été tout le temps du côté des élèves. Donc, ça n'aurait pas pu fonctionner. Mais j'adore enseigner. Et donc je me suis retrouvé, en fait je me suis retrouvé par défi prof d'UNIF. Pas du tout parce que j'avais envie de devenir professeur à l'université. Tout jeune, tu avais déjà des copains qui t'écoutaient, tu avais des choses à raconter, oui. Ou bien, oui, voilà. Et oui, j'avais un père avec qui je me suis beaucoup battu, et j'essayais de faire valoir mon point de vue, il n'était jamais d'accord, de toute façon tout ce que je disais était nul, donc ça tu étais rodé à ça. Oui, j'étais vraiment rodé à ça. Ouais. Et donc aussi parce que je m'étais rendu compte très tôt qu'on est dans un système, pas seulement en Belgique, mais dans notre société en général, où on écoute d'abord les gens en fonction de la position sociale qu'ils occupent et pas en fonction de ce qu'ils disent. Et donc pour être entendu, il faut avoir une certaine position. Et prof d'UNIF est une des positions qui fait qu'on t'écoute. Mais en même temps, ce dont j'étais déjà conscient quand j'avais 18 ans, c'est que ça induit une responsabilité, parce que le fait qu'on t'écoute parce que tu as une position veut dire que tu dois, dans la mesure du possible, essayer de dire le moins de conneries possible. Donc c'est une responsabilité. C'est pas parce qu'on t'écoute que tu peux dire n'importe quoi. Et donc c'est un peu l'exigence qui est arrivée. Mais donc par exemple, je donne un cours à l'IEX, qui est l'histoire de la révolte et des révolutions, qui est le cours que je préfère donner. Il y a 500 étudiants, mais ça ne m'empêche pas, j'encourage qu'ils prennent la parole, qu'ils posent des questions, qu'ils réagissent. Le vrai débat, quoi. Oui, à mesure du possible aussi, parce que le cours doit... Mais non, mais il faut argumenter. Il ne suffit pas de dire « je ne suis pas d'accord ». Tout à fait. Oui, mais attention, c'est toujours un challenge. Hein. C'est toujours un challenge, parce qu'en face de toi, il y a parfois des gens qui sont mauvais, qui veulent chercher la provocation, peut-être pour te démonter aussi. Oui, mais ça j'ai jamais eu. Non. Mais ça existe. Hein. Oui, sûrement. Sans doute en humanité davantage. Peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait l'agrégation. Donc tu as cité tantôt que tu avais déjà été rejoindre ton papa en Italie. Oui. Il y a déjà donc un élan vers ce pays. Non, alors en fait, comme je te disais, je suis très casanier, je voyage très très peu, mais en 4e humanité, donc en 78-79, on a un titulaire de classe qui est absolument extraordinaire, Marcel Dalloz, et qui nous a fait découvrir en 2e, on avait déjà fait un petit périple dans la Forêt-Noire, jusque Bâle, Trèves, Forêt-Noire, Bâle. Et là, il nous emmène à Rome. Et moi, j'avais jamais
été en Italie. C'est la première fois que je prends l'avion et j'arrive là et je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. C'est un peu comme si je découvrais un lieu qui m'attendait, ouais, et qui correspondait à quelque chose de très profond, de très ancien, alors que j'ai vérifié après l'arbre généalogique dans tous les sens, il n'y a pas... Il pleuvait, il y avait soleil? Il y avait du soleil, il faisait beau, c'était le mois de mai, donc il ne faisait pas trop chaud, mais il faisait beau. Écoutez, en une semaine, on a visité, mais à un rythme effréné. Je suis très souvent retourné à Rome depuis, et en un mois, c'était difficile de faire tout ce qu'on avait fait en une semaine. Et c'est quand même intéressant. Le groupe de cette année-là, on s'est revus. Il y a des gens, il y a que des gens sympas là-dedans. Pour ceux, toi tu connais sans doute Thierry Tinlot, parce qu'il a été directeur de Spirou, et donc il y a des gens dans des horizons très 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 différents, et on se revoit. Et on a prévu, on l'a organisé l'année prochaine, ça fera 40 ans, mai prochain, on se retrouve à Rome, et sur les 23 de la classe, il y en a 18 qui seront là, quoi. Et Marcel Dalloz vient avec nous. Ça, c'était vraiment très, très... Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Rome, et alors je me suis fait la promesse là de retourner tous les ans. Au début c'était retourner tous les ans à Rome, et puis ça a été tous les ans en Italie. Et donc je pense qu'il n'y a pas une année depuis 40 ans où je ne suis pas allé en Italie. C'est le parfum du pays, c'est... Je sais pas, c'est un... Après coup, j'ai fini par trouver des justifications pour expliquer, mais très franchement, c'est pas intellectuel, c'est quasiment organique. C'est organique. Ouais, c'est pas une curiosité de l'histoire contemporaine. Tout ça est venu après. Tout ça est venu après. C'est vraiment organique. C'est je pense, une lumière, mon métabolisme est différent quand je suis en Italie. Je respire pas de la même manière. Parce que tu aurais pu être attiré par l'histoire ancienne, et la décrire, et la vivre. Non. Oui, enfin oui, ça m'intéresse, oui, mais c'est pas ça. Oui, j'étais en latin grec, mais là, j'ai été une fois en Grèce, mais j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Donc, alors que c'est très beau la Grèce, hein. Je suis pas en train de dire que la Grèce c'est pas beau, mais donc c'est pas seulement la beauté des lieux, c'est quelque chose d'autre. Es-tu comédien? Ça ne s'explique pas. Non. Non, je pense tu ne sais pas regarder froidement quelqu'un dans les yeux et lui jouer la comédie? Je suis incapable de mentir. Incapable de mentir. Quand je mens, il paraît que mon nez se trousse. Enfin, je suis incapable de mentir. Par contre, tu sais écrire un texte pour... Oui, ça je peux faire, oui. Ça, je peux écrire tous les textes que tu veux. Et mais pour manipuler les gens? Non. Je suis incapable. Mais tes héros vont être des manipulateurs. Oui. Mais moi, comment tu gères ça? Parce que moi, je suis une proie idéale pour les manipulateurs. J'en ai rencontré quelques-uns, et donc j'ai vraiment démonté, ça a pris du temps, mais j'ai démonté ces mécanismes-là. Donc je connais ça maintenant très très bien. Mais ça m'a mis très longtemps. Et la plus mauvaise blague qui t'est arrivée dans ce cadre-là, c'est quoi? Non, écoute, je veux pas... Non, c'est pas... C'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Non, parce que parfois on vit des choses qui vont nous armer, qui vont nous durcir, quoi. Oui. Et ça, c'est par l'expérience un petit peu de voir l'individu quand arrivé comme une couleuvre. Tu te dis, oula, il m'est une fois arrivé quelque chose. Ouais, mais souvent, voilà comment il se masque, quoi. Ouais, souvent, c'est pas évident, parce que très souvent, quand tu as en tout cas une proie pour les manipulateurs, tu refais souvent les mêmes conneries. Tu recommences, tu retombes, parce que le manipulateur est coupable, bien sûr, mais le manipulé l'est aussi. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'il recherche ça. Donc dans le groupe d'étudiants, tu l'as vite repéré? Oui, et dans ce groupe d'étudiants, enfin d'élèves du collège qui va se retrouver, je ne crois pas qu'il y en ait. Donc,
Non, mais quand tu as en face de toi, donc maintenant, une nouvelle classe, des jeunes qui arrivent. Oui, ben bon, là c'est plus difficile. Ça, c'est la gestion du groupe, là. Non, oui, mais j'ai pas ce type de contact avec les étudiants Non. à la fac, qui sont trop Ils sont nombreux, trop et, nombreux. et c'est très et les cours sont très passifs, donc j'ai pas l'occasion de les découvrir à ce point-là. Je pense que si je donnais cours dans une classe d'humanité, pour autant que je sois capable de tenir plus que 2 semaines, oui, je les découvrirais, mais ouais. Mais bon, je rencontre suffisamment de gens en dehors de ça pour effectivement être confronté assez régulièrement à ce type de phénomène. Ouais. Et donc tout jeune professeur déjà. Toujours, tu as commencé tout jeune, tout jeune. Raisonnablement jeune, parce que j'ai quand même fait mon doctorat, et j'ai fini mon doctorat en 91, puis j'étais assistant, puis j'ai été prof à l'université de Metz en 95-96, puis je suis devenu prof à Louvain en 97. Voilà. Vincent Engel se retrouve quand en librairie? Pour avec son propre ouvrage. Avec mon premier bouquin, Oui. mon premier bouquin publié, c'est en... Donc sa maman l'a vu, donc c'était en 87. C'était mon mémoire de licence que Debouk a publié dans une collection que dirigeait Pierre Mertens. C'était un mémoire sur Elie Wiesel. Et donc j'ai publié mon mémoire, ce qui en avait quand même bouché un coin à mon patron, parce que c'était pas évident. Et donc ça, c'était mon premier livre publié. Puis en 92, j'ai publié un autre essai, Pourquoi parler d'Auschwitz. Et puis en 93, j'ai publié mon premier recueil de nouvelles au Québec. Voilà. Donc c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Non, mais encore une fois, c'est chaque fois un challenge qui se présente. Tu l'affrontes, tu le réalises malgré tout. Ouais. Mais là, tu te trouves maintenant, je vais dire, avec un public de lecteurs, où il y a, je vais dire, le débat, un échange qui va se faire. Et ça, je vais dire, ce sont des contacts qu'un écrivain adore aussi. Ouais. Il y en a qui adorent, il y en a qui ont peur parfois, mais alors bon, s'ils écrivent, c'est pour être lus, c'est aussi pour pouvoir partager avec le lecteur certaines émotions. Quoi. Ouais. Ça, on peut discuter. C'est vrai qu'il y a des écrivains qui refusent ce contact-là. Ils disent tout est dans mes bouquins, j'ai rien d'autre à dire que ce qu'il y a dans mes livres. Je peux comprendre ça. C'est pas mon cas, mais je peux comprendre. Et comment peut-on déraper de l'essai vers le roman? Mais je ne dérape pas de l'essai vers le roman. J'ai toujours fait les deux. Je dis toujours que, en fait, je fais qu'une seule chose, c'est essayer de faire réfléchir les gens en leur racontant des histoires. Et la réflexion pour moi est très importante. Et elle l'est de plus en plus compte tenu de l'évolution politique de notre époque. Mais les histoires sont très importantes aussi. De toute façon, les idéologies ne sont jamais que des histoires auxquelles on choisit de croire. Quand tu vois l'idéologie nazie, le mythe qu'ils ont du peuple germain originel, c'est un délire complet, mais c'est une histoire que des millions de personnes ont cru. Et c'est une fiction qui a créé une réalité tragique. Donc, les deux pour moi sont toujours imbriqués. Donc le roman. On peut dire qu'un auteur va envisager une carrière d'écriture. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un fil conducteur qui flotte quelque part, ou bien est-ce que c'est un peu diffus et tu avances progressivement? Comment ça se découvre, ce genre? Écoute, clairement, j'ai commencé ça vers mes 5-6 ans. Donc au début, c'est très très flou. C'est juste que je veux me raconter des histoires pour échapper au réel. Et pour me réfugier dans ma bulle et pour vivre une autre vie que la mienne. Et donc, après, les choses se structurent. J'ai des histoires... Il y a une histoire, par exemple, qui s'appelle Nature morte, que j'ai réécrit 5 fois. Dont la dernière en date, c'est le mariage de Dominique Ardenne. La première version du mariage de Dominique Ardenne, c'est une nouvelle qu'on a dû faire en classe. J'étais en 5e, j'avais 17 ans. Et je l'ai repris vraiment très souvent. Et puis, Oublie Adam Weinberger, j'ai eu la première idée d'Oublie Adam Weinberger à 14 ans. Et ça a mûri. Et puis bon, après, donc il y a comme ça des séries d'histoires qui se sont petit à petit... Ce titre que tu viens de citer, c'est un événement familial, c'est une lecture? C'est plus c'est plus l'attitude de mon père par rapport au passé des camps dans lesquels il a perdu toute sa famille. Le fait qu'il n'en parlait pas, son silence.
Et ça t'a déjà éveillé à cet âge-là? Oui, oui, très tôt. Oui, Très oui, tôt. oui. Et voilà, en fait, ce qu'il y a derrière ce que j'écris, c'est les silences familiaux, ce sont les histoires qu'on se raconte, et qui font par exemple que moins tu sais, plus tu imagines. Plus tu te fais des cinémas, plus parfois tu pars dans des délires complètement parano, quoi. Donc c'est c'est ce que je vois de ce que la situation familiale, comment les choses se jouent, même si je n'ai quasiment jamais écrit sur ma famille, sauf là maintenant depuis 1 an j'ai commencé, et je ne sais pas ce que je vais faire de ces textes d'ailleurs. Sinon je me suis toujours échappé, j'ai toujours fait des romans très romanesques, très entre guillemets fictionnels. Et puis alors l'Italie est venue, l'intérêt pour la question de la mémoire, la question politique, hein, la place de l'individu. Bon, j'ai lu Camus à 14 ans, donc ça te marque aussi. Alors j'ai commencé par les textes de littérature, et puis j'ai lu les essais. L'homme révolté, ça m'a... Enfin, le mythe de Sisyphe et puis l'homme révolté, ça m'a profondément marqué. Ce rapport à la révolte, cette difficulté que l'individu a à trouver sa place dans un groupe, le rapport entre le groupe et l'individu, la difficulté, enfin, comme Camus le formule, d'être à la fois solitaire et solidaire, ça c'est quelque chose qui m'a depuis très 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 longtemps préoccupé. Donc quand tu vois tous les romans que j'ai écrits, on tourne toujours autour de ces questions-là. Mélomane, tu as déjà? Oui, je suis mélomane depuis toujours parce que, enfin, j'aime la musique depuis toujours. Mais je vais dire, alors je sais pas si c'est grâce ou malgré mon père. Ce que je sais, c'est que donc mon père adore la musique classique. On a juste une radio à la maison, un vieux poste à lampe là. Et donc, comme il a son bureau juste en dessous de l'appartement, et moi je remonte manger à midi à la maison, où je ne suis pas à l'école, ce qui arrive quand même très souvent. Et donc, après le repas, mon père va faire la sieste dans le divan du salon pour écouter un peu le 3e programme. Et donc, il me prend avec lui, il me coince sous son bras, et je n'ose pas bouger parce que j'ai peur de réveiller mon père. Et j'écoute de la musique classique. Normalement, tu vas me dire, ça aurait dû me faire détester la musique classique. C'est donc qu'il y avait quand même quelque chose qui faisait que la musique était une composante de ma vie. J'en avais vraiment besoin. Et donc, très tôt, j'ai commencé à écouter... alors, j'avais les disques qui racontaient les vies de Beethoven, de Chopin, de Schubert. Je les écoutais en boucle. J'adorais ça. Et donc, je pense qu'à 6 ans, j'avais déjà les symphonies de Beethoven. J'ai reçu à 9 ans un disque que j'ai adoré, qui reste pour moi ma version de référence, qui était le concerto pour violon de Beethoven par David Oistrakh et André Kleuten, que j'ai écouté, l'aiguille finissait par pas traverser le disque. Oui, d'accord. Ouais. Mais donc ça t'a bercé, et ça ne t'a pas distrait, quoi. Moi, je te disais tout à l'heure, ce qui m'embêtait à l'école, c'était de devoir faire une seule chose à la fois. Je n'aime pas je fais mal les choses quand je ne fais qu'une chose à la fois. Je dois faire plusieurs choses en même temps. Et par exemple, écouter de la musique. Pour moi, la musique, c'est pas un décor, c'est vraiment une deuxième activité qui vient amplifier l'autre activité. Et dans l'écriture, où en es-tu là? Écoute, dans l'écriture, j'ai écrit cet été le 2e roman sur l'histoire familiale. J'ai écrit un roman jeunesse aussi qui a été commandé pour Hachette. Donc mais comme toujours, quand j'ai fini d'écrire, je ne sais pas ce que ça vaut. Il faut qu'il y ait le regard de l'éditrice, qu'il faut que les choses se décantent un peu. Je projette de poursuivre le travail sur Maramissa, parce que j'aimerais raconter toute l'histoire, depuis la genèse jusqu'à après le roman qui est sorti maintenant. J'ai envie de revenir et d'achever le cycle de Monte Carlo en faisant le dernier volume sur l'Italie aujourd'hui. D'accord. J'aime bien parce que il y a toujours un éventuel rebondissement qui se présente. Hein. Ouais. Et ça, c'est super. Ouais. Et alors, je vais aussi cet hiver, réécrire complètement mon essai Pourquoi parler d'Auschwitz, à la lumière de l'évolution politique. J'aimerais faire un essai aussi du cours que je donne depuis presque 20 ans maintenant sur l'histoire de la révolte et des révolutions, parce que c'est aussi fort d'actualité. Et j'ai plusieurs projets de spectacle en cours, donc j'ai de quoi m'occuper.
Ça va. Écrivain. Ouais. Il y a des gens qui écrivent et qui n'ont aucune connaissance de la littérature, de l'histoire de la littérature, Oh. qui n'ont aucune connaissance, je veux dire, du bon usage de l'écriture. Comment vis-tu ça? Euh, Il y a quand même des règles de base que tu respectes largement. oui, oui, et sans doute que certains trouvent que je suis trop classique. Écoute, chacun fait ce qu'il peut comme il peut, et j'ai pas de jugement. Il y a des choses que j'aime pas, que je ne lis pas. Je ne veux pas plonger dans l'aigreur de celui qui dit on est submergé par des mauvais bouquins, on ne parle que des plus mauvais bouquins, c'est trop injuste, etc. C'est le respect de la rame de papier qui a été grattée et remplie. Tu l'as donc. Bon, je pense que écrire un livre, c'est toujours créer une œuvre. C'est toujours une prise de risque. Et donc il faut au moins respecter ça. Je pense que alors, il y a des critiques très méchantes. Je déteste par exemple l'émission Le Masque et la Plume. Mais je déteste cette émission. C'est vraiment l'exercice où des gens se montent le coup pour essayer de faire croire qu'ils sont intelligents en détruisant le travail des autres. Alors que des fumisteries doivent être dénoncées, d'accord. Mais il y a tellement de belles choses. Donc, si on n'aime pas, c'est Jean-Marc Roberts qui m'avait dit un jour, en me refusant un manuscrit, écoutez, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ne pas aimer ne rend pas intelligent. Et c'est très vrai. Je lisais l'autre jour un article sur le site de slate.fr, assassin sur le dernier Christine Angot. J'aime pas Christine Angot, mais alors on rit et puis on se dit mais so what? On n'aime pas, mais on n'en parle pas. Est-on obligé de parler de Christine Angot parce que c'est Christine Angot? Si le dernier Christine Angot n'est pas bon, ben n'en parlons pas. Parlons d'un livre qu'on aime. Ça c'est quelque chose d'énervant. C'est qu'il y a ceux dont on parlera quoi qu'ils fassent, parce qu'ils occupent une position médiatique qui fait qu'on se sent obligé de parler d'eux. Et puis il y a quand même, dans les 600 bouquins qui sortent, et puis dans tous ceux qui sortent pendant l'année, il y a d'autres bouquins qui vaudraient la peine d'être un petit peu plus mis en avant, quoi. Mais bon. Et quand tu aimes, tu adores partager alors. Oui. Oui, quand j'aime, j'adore partager, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Alors pendant tout un temps, j'avais la chronique littéraire dans Victoire, ou bien quand je suis invité chez Pascal Claude, parler d'un spectacle, ou d'un livre, ou d'un film que j'ai aimé, oui. Ouais. Enfin, c'est gai de partager. Hein. Ah, c'est gai de partager. C'est pas à toi qu'on doit expliquer. Non, mais c'est gai de partager. Voilà. Alors, une autre facette que tu vas nous parler un petit peu, c'est celle de chroniqueur. Ouais. Je vais dire chroniqueur, je vais dire plus politique. Ouais. Voilà. Quand tu es venu, parce que bon, c'est déjà dans l'écriture, on sent déjà qu'il y a des grands débats historiques que tu mènes, ouais. D'accord. Mais quand tu as maintenant l'affiché clairement dans des chroniques, faut oser. Ça fait déjà longtemps. Hein. Ben, oui. les premières chroniques que j'ai faites pour le soir, je crois que c'était en 2000. Que je dise pas de bien. À mon avis, c'est au début des années 2000. J'avais une chronique dans l'édition papier. Mais avant ça, en 85, j'ai collaboré pendant 2 ans au journal Regard. Donc le Regard, le journal du CCJ, du Centre communautaire laïque juif de Bruxelles, où j'ai écrit des très longs papiers. J'avais été notamment une fois à Paris, j'avais rencontré en 3 jours André Glucksmann, Samuel Pizarre, Sappho, Edmond Jabès, Annette Viviorca, et j'avais fait des très longs, je pouvais avoir 2-3 pages de journal pour chacun. Donc j'ai toujours aimé développer une idée, défendre un point de vue. Ça, je crois que c'est par réaction à mon père. J'aurais pu être écrasé, mais donc il y avait quelque chose en moi qui a fait que j'ai voulu défendre mes idées, et donc j'ai toujours aimé ça. J'ai vraiment toujours aimé ça. Et je l'ai développé petit à petit. Donc il y a eu Regard, puis il y a eu la possibilité de faire la chronique dans le papier dans le soir. Mais là, c'était assez. Le problème, c'est qu'on était limité à 2700 caractères. En 2700 caractères, ça reste un peu un exercice de style. Alain Berenbaum fait ça très bien, mais tu peux pas aller au fond de l'analyse, vraiment. Et donc après, donc j'ai encore régulièrement, j'envoyais une carte blanche ou un
billet qui publiait dans... Et puis après, Charlie Hebdo, on a beaucoup dit, attention, la démocratie est menacée par le terrorisme, etc. Et déjà, c'était il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est une menace, mais la vraie menace, elle n'est pas là. La démocratie est menacée de l'intérieur, par ceux qui devraient en être les gardiens, c'est-à-dire nous tous, et qui laissent les choses se détruire, se détricoter. Donc j'ai commencé la chronique sur le thème les ennemis intérieurs de la démocratie, et ça fait maintenant, le week-end passé, j'ai publié la 140e. Et là, comme c'est sur le site, je peux vraiment... Ça me prend beaucoup de temps. Ça veut dire c'est preneur de temps. Ouais, c'est du boulot, mais... En plus, il y a des personnes qui interviennent et qui engagent oui, le débat. Il y a des réactions, oui, mais... oui, c'est gai, c'est intéressant qu'il y ait des réactions, même si c'est parfois un peu virulent. Mais ça, j'ai appris à ne plus prendre les choses trop à cœur quand je lis des injures, mais... il y a 20 ans, ça m'aurait empêché de dormir. Là, maintenant, ça me fait plutôt rigoler. Quand les injures sont mais donc là, tu viens de dire, ça me fait rigoler. Là, c'est une autre facette de Vincent Henneguel. Là, c'est le côté philosophe de Vincent. Ça. Moi, je me demande si dans les tiroirs de Vincent, je présume qu'il y a quelque part quelque chose où tu aimerais développer ce côté, je vais dire, penseur sur la société. Ah, oui, ça mais oui. Moins au niveau, je vais dire, d'essai, mais au niveau, je vais dire, de ton vécu, de l'expérience de vie, et pas toujours sur pas sur la polémique, mais sur des faits précis, mais de dire, voilà, la société du futur, moi, je la verrai. Et ça je compte plutôt faire ça, plutôt à travers des romans. Alors. Je préfère développer ça à travers des romans. Mais who knows? Parce que je trouve qu'à un moment donné, il pourrait sortir quelque chose qui ait un autre poids de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression dans les tiroirs il y a quelque chose. Peut-être les deux textes que j'ai déjà faits sur mon histoire. Donc. Mais je ne sais pas, écoute. Tu es encore jeune, hein? Oui. Mais donc ça peut mûrir. C'est le passé, quoi. C'est le passé. Je parle que du passé. Hein. Enfin, l'histoire très ancienne, quoi. Tu me dis que tu as donc été en vacances, tu as eu cette période sabbatique, de l'été, avant de replonger sur autre chose. Quel est un des bons moments de cet été? C'est quand je me suis retrouvé... d'abord, il y a deux moments. Enfin, le moment que j'adore, c'est donc quand juillet arrive. Le mois de juin est pénible parce qu'il faut tout finir. Et puis surtout, comme j'écris mes romans en juillet, il faut que tout soit prêt. C'est-à-dire il faut que tout le reste soit fini, que mon plan soit fait, si j'ai besoin de documentation, que la documentation soit là, pour que je puisse commencer le 1er juillet sans m'arrêter, ne faire que ça pendant 3 semaines, 1 mois, écrire tous les jours et voir ce roman qui avance. Donc c'est presque le moment où tu boucles ta valise avec toutes tes notes, c'est un bon moment ça, en disant « allez, je suis prêt ». Oui, mais je reste chez moi pour écrire. Ouais. Hein. Et puis donc ça c'est j'adore, vraiment j'adore ça. Et puis on est retourné dans le coin que je trouve le plus beau d'Italie, qui est dans le Val d'Orcia à Pienza, et donc là c'était très gai aussi. Ouais. Des bons vins, un endroit superbe, qu'est-ce qu'il faut de plus? Et là, c'est la musique de la nature qui va un peu te bercer? Non. Mais tu marches par là? Écoute, cette année, je n'ai pas pu marcher parce que j'avais une triple entorse, donc j'étais assez limité dans mes déplacements. Non, mais j'écris, je lis, j'écris. J'ai un paysage superbe sous les yeux. On n'a pas besoin de grand-chose de plus. Non, d'accord. Est-ce que ça te permet, ce moment de calme, de retraite, où tu travailles énormément, d'avoir encore un moment où tu vas rêver en dehors du travail que tu fais et te dire tiens, ça j'y avais pas encore pensé. Oui, mais ça c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Tu risques de te disperser alors là? Non, parce que c'est vrai que je sais que tu aimes bien faire beaucoup de choses à la fois. D'abord, j'aime faire beaucoup parce que tout n'aboutit pas. Donc il n'y a qu'une partie qui va aboutir. Et puis, non, par exemple, j'adore dormir parce que j'ai un sommeil très actif.
par exemple, je peux guider mes rêves. Et je suis conscient de rêver, si tu veux. Et ça me permet... J'adore rouler, j'adore voyager, j'adore prendre l'avion, même si c'est pas très écolo, je sais, mais parce que ce sont des moments où ma pensée peut vraiment partir et vagabonder, quoi. Dans tes rêves, tu voles? Ça m'arrive. J'ai quelquefois des rêves où je vole et où je ressens physiquement cette impression de voler ou de marcher dans le vide, quoi. Ouais. Tu as déjà remarqué, les gens ne sont pas étonnés de devoir passer au-dessus. Non, enfin je ne sais Oui, pour eux c'est c'est normal. Oui, c'est normal. On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, je suis en train de voler, il n'y a personne qui se retourne sur moi. Donc, pour eux, c'est normal. Ouais. Ouais. C'est une pensée qui survole la foule. Ouais. Imagine un petit peu qu'ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils diraient? À mon avis, ils prendraient des pierres pour les lancer. Tu penses? Il y en aurait qui certains le feraient, oui. La musique, le spectacle, les spectacles, les 5 ans, comment les projettes-tu? Cruciaux, enfin déterminants. Il y a plusieurs projets qui sont... Le problème des spectacles, c'est que tu es tributaire de beaucoup d'autres personnes. Donc il y a plusieurs projets qui sont sur les rails. Il y en a, j'espère, au moins l'un ou l'autre qui vont aboutir. Mais tous pourraient se planter. Donc ça, c'est la... Je n'allais pas dire que c'est la glorieuse incertitude du sport, parce que c'est pas glorieux et c'est un autre type de sport. Mais en tout cas, je fais tout pour que ça puisse se faire. Mais c'est très compliqué. C'est dévoreur d'énergie, malgré tout. Ouais. Oui, c'est très prenant, et puis il faut trouver les bonnes personnes pour t'aider, parce que tu peux pas tout faire tout seul. Ça, tu aimes ce challenge? Oui. Oui, non, j'aime bien, mais je suis un peu tombé dedans par hasard en rencontrant Franco Dragone et en découvrant un peu ce virus-là. Je pense que sans ça, j'aurais pas été au-delà, par exemple, d'un texte de théâtre. J'aurais jamais eu l'idée de faire les spectacles que j'essaye de faire pour l'instant. Mais je sais pas si c'est un bien ou pas. Peut-être que ça aurait été mieux que je n'attrape pas ce virus-là. Donc, pour ça, je vais voir ce que les prochains mois vont donner sur les projets sur lesquels je travaille. Et ce qui t'attire dans le spectacle, c'est le côté grandiose des choses? Mais je suis boulimique, donc ce qui m'attire déjà dans le théâtre, c'est que c'est autre chose. C'est quelque chose de plus, on touche un autre public. C'est une autre expérience, et ça, pourquoi ne faire qu'une chose quand on peut en faire plusieurs? Oui. Et tu interviens au niveau de l'écriture, au niveau du décor? De la dramaturgie. D'accord. Ouais. Et pour un des spectacles en cours, c'est moi qui réunis l'équipe, donc qui ai choisi le scénographe, pour les musiques, etc. Donc c'est un beau travail. Quand on a une belle équipe, c'est chouette, c'est vraiment une belle collaboration. Et tu t'es formé sur le terrain? Totalement, ouais. Mais je pense que pour la plupart des choses, on apprend que comme ça. Par imitation, par observation, par... Tu auras des cheveux blancs alors, parce que quand tu auras terminé... Mais j'ai déjà des cheveux blancs. Ça va, j'ai réglé ça très tôt. J'ai les cheveux blancs depuis longtemps. Oui, ça uniformise un petit peu l'âge comme ça. C'est un jeune qui a des cheveux blancs, mais puis il reste toujours jeune parce qu'on l'a toujours connu avec cheveux blancs. Parce qu'on l'a toujours connu vieux. Non, ça je l'ai pas dit, parce qu'il y a des jeunes qui... C'est pas comme ça qu'ils sont vieux, évidemment. Le tour du monde, tu aimerais le faire? Non. Non, j'ai déjà... Je reste quelqu'un de casanier, c'est-à-dire je voyage quand l'occasion s'en présente. Grâce à Franco, j'ai découvert la Chine. Peut-être que sans lui, je ne serais jamais allé en Chine. Je suis très content d'y avoir été. Il y a par exemple, l'Afrique, je n'ai été qu'un petit peu en Afrique du Nord. Enfin, essentiellement au Maroc en plus. Ça reste pour moi un continent inconnu, vraiment inconnu.
qui à la fois m'attire et me fait peur. Pourquoi peur? C'est totalement fantasmatique et irrationnel. C'est la peur des araignées, c'est la peur des serpents, c'est aussi bête que ça, quoi. C'est vraiment aussi con que ça. Mais je suis sûr qu'un jour l'occasion se présentera et que j'irai, comme d'autres régions. Et puis si pas, tant pis. L'Amérique latine, pas d'attirance. Je suis allé une fois au Chili, à Valparaiso, qui est une ville absolument sublime. J'ai vraiment envie de retourner là. Oui, si, ça me tenterait, mais bon, de nouveau, il faudra que l'occasion se présente. Je crois pas que je vais provoquer. Je ne vais pas, moi, décider d'aller voir le Machu Picchu. Il va falloir que, pour une raison ou une autre, quelque chose de très fort m'attire là-bas. Soit une invitation, soit une nécessité, je ne sais pas. J'attends de voir. Une invitation au Pérou. Ouais, why not? Parce que moi j'ai mon fils qui habite le Pérou. Ah bah voilà. Il y a des connexions, je vais dire, culturelles qui sont au Pérou. On pourrait en parler à notre ami Guy Van Akkeren pour le citer. C'est l'occasion de le citer, c'est l'occasion d'attirer un petit peu son attention sur le fait qu'il y a Vincent Edgel qui aimerait tant découvrir le Pérou. Oui, mais bon, tu sais, la vie est faite de hasard comme ça, de rencontres. Et de rencontres, oui. C'est ce que je trouve le plus extraordinaire dans la vie, c'est les rencontres qu'on fait. C'est vraiment très très excitant ça. Le vin. Ah oui. Il est rouge, il est blanc? Il est essentiellement rouge, mais blanc aussi. Pas rosé. Non, vraiment pas rosé, mais non, je sais, c'est mon péché. Mon petit péché, j'ai une cave excessive. Mais tiens, je fais un bond en arrière, je ne sais pas, mais le vin me parle couleur. Quand on était jeune, il y avait les classes avec l'encrier, on trempait la plume. Tu aimais la calligraphie? J'adore. Alors moi, je suis arrivé juste après. On avait des stylos à cartouche. Et j'ai gardé... Alors en humanité, j'avais des stylos Schaeffer, des stylos très bon marché pour les écoles, des stylos transparents, bleus, avec plusieurs couleurs. J'ai écrit mes premiers romans avec ces stylos-là. J'adorais ces stylos. Et puis, bon, les miens sont abîmés, je les ai perdus. Pendant des années, j'ai voulu retrouver ces stylos, mais Schaeffer ne les fabriquait plus. Et il y a 2 ans, je me suis dit, mais si j'allais voir sur eBay, et sur eBay, j'en ai trouvé plein. C'est des petits magasins, sans doute, qui ferment aux États-Unis. On retrouve du stock, donc tu as les héritiers qui revendent ça. Et j'ai eu, comme je peux être parfois assez collectionneur compulsif, et j'en ai commandé, je dois en avoir 60 ou 70 maintenant. Et donc les romans que j'ai écrits, les derniers romans que j'ai écrits, c'est avec ces stylos-là. Parce que j'adore, mais ça me fait un bien fou, la sensation physique de ces stylos, de l'encre qui coule. Ils sont très fluides, ils ont un équilibre parfait. Et pourtant, c'est des stylos qui à l'époque coûtaient rien, quoi. Et maintenant, avec mais ça reste des choses. Quand ça est venu l'idée un petit peu, parce qu'encore une fois, c'est la couleur de l'encre. Oui, alors je l'avais posté sur ma page Facebook, tu l'as peut-être vu, parce que je vais faire une confidence ici. Un des problèmes que je dois affronter, c'est que je me sens responsable, y compris vis-à-vis des objets que je possède. Et donc quand je me suis retrouvé avec je les avais mis dans un grand plumier avec mes 48 premiers stylos Schaeffer, je me suis senti très mal parce que je me dis, je ne vais pas savoir tous les utiliser. Comment je vais faire? Et tu vois, c'est grave, hein. Tu me promets, tu n'appelles pas l'ambulance tout de suite. Hein. Et alors, j'ai trouvé un deuxième plumier d'origine Schaeffer, un très beau, 12 pièces, et j'ai choisi, il y a plusieurs modèles, enfin bref, j'ai choisi dans 2 modèles, chaque des couleurs différentes, et j'ai pris pour chacun la couleur d'encre correspondant à la couleur du stylo. Et donc j'avais 12, et je changeais tous les jours. J'ai écrit avec... C'est un plaisir immense. Hein. Oui, c'est totalement enfantin. Non, c'est pas enfantin. Mais c'est pas grave d'être enfantin. Non, c'est pas enfantin. Moi, je trouve que c'est le plaisir de la belle écriture. Encore une fois, c'est la pensée qui coule. Et tu vois, après j'ai eu un très très beau stylo, que j'ai toujours d'ailleurs, un très beau stylo, qui est
un Dupont, je pense, mais qui a une plume très très fine. Et donc, quand j'ai eu ce stylo-là, mon écriture a changé. J'ai eu une écriture très petite, très très fine. Et en retrouvant les Schaeffer, j'ai retrouvé l'écriture que j'avais à 17 ans. Une écriture beaucoup plus ronde et beaucoup plus grande. Moi j'ai un ami, Alain Cadéo, que tu as une fois croisé lors d'une interview en France. Ouais. Eh bien, je reçois régulièrement de lui, je veux dire, des belles petites cartes avec cette écriture-là qu'on appelle les billets. Je reçois de temps en temps les billets. Confidence, fin de l'année, un éditeur a eu le regard sur ces billets, ils vont être édités. En facsimilé? Non, pas tous. Non. Il y en a quelques-uns, moi j'espérais qu'il y en ait, page de gauche en facsimilé, puis alors page de droite le texte, mais peut-être qu'il y aura quelques facsimilés, ce serait très beau. Mais encore une fois, c'est la beauté de l'écriture, et encore une fois, quand tu écris, je veux dire, émotion en calligraphie, ou bien le sang coule, ou bien la rivière pleure, enfin, en calligraphie, je trouve, ça, c'est un autre... Je ne fais pas de calligraphie, au sens... Mais, non, mais c'est le plein et le délié, quoi. Comme les idées, quoi. Vincent, je suis très heureux de t'avoir reçu. Mais merci à toi de m'avoir invité. C'est tout un plaisir. Je pense qu'on peut encore passer des heures, comme beaucoup d'autres personnages que nous recevons ici. Mais les gens ont d'autres choses à faire aussi. Et les gens ont d'autres choses à faire, d'autres impératifs à respecter. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait un grand plaisir de parler des stylos. Ouais.